Les libéraux, vous vous rappelez les libéraux? Grotius, Locke, puis ensuite Woodrow Wilson. On les avait un peu oubliés, mais ils vont revenir peu à peu. Ils vont revenir à mesure qu'on s'éloignera du carnage de la Seconde Guerre mondiale. Et ils vont revenir d'abord à travers la science politique britannique, ce que l'on appelle l'école anglaise des relations internationales. J'insiste, mesdames et messieurs, sur cette appellation, l'école anglaise des relations internationales. Parce que ne dites jamais la vision anglo-saxonne des relations internationales. La vision britannique et la vision américaine des relations internationales sont deux visions différentes. Et la pensée libérale va revenir en Angleterre, pourtant le pays de Hobbes, mais bien sûr le pays de Locke. L'école anglaise, voici son fondateur, M. Hedley Bull, grand monsieur qui va jouer un rôle très important dans la constitution de l'international, parce que l'école anglaise qui va ainsi ressusciter les grandes idées libérales d'échange, de coopération internationale, nous explique que la confrontation de puissances n'est pas inéluctable, car à mesure que les États se fréquentent sur la scène internationale, une scène que Bull présente comme anarchique, comme une scène de confrontation, à mesure qu'ils se rencontrent sur la scène internationale, les États apprennent à se connaître, apprennent à tisser des liens, apprennent en quelque sorte à tisser, forger des valeurs communes, des intérêts communs. Et c'est ainsi que Bull va lâcher la grande formule. Il existe bel et bien, nous dit l'école anglaise, une société internationale. Oh, certes, qui ne remet pas en cause la souveraineté des uns et des autres, mais qui tisse peu à peu des normes, des valeurs, des lois, des pratiques, des traditions, des façons d'être et de faire communes aux uns et aux autres. Et il y a quelque chose qui approche même un terme employé souvent par Bull, qui est la solidarité. Vous savez que dans la langue anglaise, l'adjectif solidaire n'existe pas. Supériorité sur ce point, et seulement sur ce point, de la langue française. Solidaire existe en français, pas en anglais. Mais solidarity existe. Et l'idée de Bull, c'est de dire qu'on peut créer les conditions d'une solidarité entre les États. Et cette idée-là va, en quelque sorte, peu à peu équilibrer la dure, difficile pensée réaliste. Elle va l'équilibrer et peu à peu, on va arriver à officialiser le retour d'un certain libéralisme. Si vraiment il est possible de penser la coopération, alors il ne faut pas désespérer des institutions internationales. Et c'est ainsi qu'aux États-Unis, sous l'impulsion de l'école anglaise, va renaître une école qui est l'école libérale des relations internationales, qui va se distinguer des réalistes, toujours majoritaires, mais où on va voir apparaître des hommes comme John Ikenberry, qui est professeur à l'université de Princeton, comme Robert Keohane, qui est professeur à Harvard, docteur honoris causa de cet établissement, comme Joseph Nye, professeur à Princeton, comme Andrew Moravcsik, c'est-à-dire un certain nombre d'auteurs qui vont, alors faites bien attention, on reviendra largement sur tout ça, tous ces gens vont avoir comme réflexe commun quelque chose de très intéressant, de dire, mais à y réfléchir, les États ont intérêt à coopérer entre eux. C'est-à-dire, il peut y avoir quelque part du gagnant-gagnant à coopérer sur la scène internationale. En évitant la guerre, on fait des économies. En évitant la confrontation, on peut maximiser ses propres intérêts. En faisant fonctionner le multilatéralisme, on peut aller de l'avant, créer des régimes internationaux communs, c'est-à-dire
un régime de la dissuasion, un régime de la protection de l'environnement, un régime de la protection des droits de l'enfant, un régime de la sécurité alimentaire, etc., etc. Et donc, vous voyez bien, j'insiste là-dessus, le débat sur l'international, maintenant, est clairement double. Les majoritaires, les réalistes, confrontation de puissance. Les libéraux reconstitués, coopération internationale avec une prime aux institutions internationales. Et c'est pour ça qu'on appellera ça l'institutionnalisme libéral. Oui. Alors, on s'approche de 1990. Et en 1990, apparaît, bien entendu, la fin de la bipolarité, et apparaît un très intéressant personnage. Le voici, Monsieur James Rosnow, qui écrit un ouvrage majeur qui s'appelle, comme vous le voyez, Turbulence in World Politics. Turbulence in World Politics. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? Rosnow, mesdames et messieurs, est le premier à avoir compris la grande rupture dans l'histoire mondiale. Rosnow nous dit, mais attendez, on ne va pas indéfiniment, comme ça, toujours et tout le temps, parler d'État. Quand même, on est en 1990. Il disait ça à l'époque. Aujourd'hui, il dirait on est en 2013. On est en 1990, c'est-à-dire, nous ne sommes plus seulement dans un monde d'État. Il y a des ondes qui traversent les frontières. Il y a des migrants qui se déplacent. Il y a le fax, le téléphone qui fonctionne. Et on va peu à peu s'approcher d'Internet. Et on va peu à peu se rendre compte de deux choses, mesdames et messieurs. C'est que l'espace mondial n'est plus que minoritairement fait de relations entre États. Et on va s'apercevoir, mesdames et messieurs, que dans l'espace mondial, il y a du social, plein de social et encore du social. Du social, toujours du social. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que le transnationalisme? C'est de dire, mais voilà les nouvelles relations internationales. Voilà la nouvelle étude de l'espace mondial. C'est de comprendre les relations qui se construisent au-delà des frontières, en surmontant les frontières, en contournant les souverainetés, en ignorant les princes, en dépassant l'opposition entre l'interne et l'externe. Il y a une dynamique transnationale, un moteur transnational qui vient ainsi peu à peu transformer le monde et laisser derrière nous le monde interétatique, le transnationalisme. Quelques secondes de silence pour ce grand monsieur qui, effectivement, malheureusement, nous a quittés. 2011. C'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire et ce qui se fera après, en quelque sorte, profitera de cette remise en cause globale de la pensée unique réaliste et de son cousin libéral. Et on va voir effectivement les années 90 et encore aujourd'hui fleurir une pensée critique. J'ai mis la théorie critique, on aurait dû mettre les théories critiques tellement elles sont nombreuses, variées, d'ailleurs je vous le montre. Il y a d'abord tout ce qui se fait dans le sillage de l'école de Francfort. Vous savez, l'école de Francfort, Habermas, Horkheimer, Adorno, et donc aussi dans la redécouverte du grand philosophe italien Gramsci, une vision critique des relations internationales qui va prendre plusieurs directions. Le postmodernisme, inspiré du philosophe français Michel Foucault, où on va trouver des auteurs comme par exemple James Derderian, qui est en quelque sorte le porteur de ce postmodernisme aux États-Unis, et qui nous explique que nous avons changé de monde, nous ne sommes plus dans le monde de papa ou de grand-papa, nous ne sommes plus dans le monde de papa Hobbes, ni de papa Grotius, nous sommes dans un autre monde qu'il nous faut reconstruire.
Et derrière cette affirmation, cette volonté d'imaginer, de concevoir un espace mondial nouveau, apparaît la grande réflexion constructiviste qui consistera à dire attention, nous fonctionnons avec tout un tas d'automatismes, de pensées. Voilà, il y a une crise en Syrie, donc c'est la puissance seule qui pourra résoudre cette crise, donc c'est l'usage de la force seule qui pourra résoudre cette crise, donc c'est des États puissants qui peuvent résoudre cette crise, donc si c'est des États puissants, ça peut être que des États occidentaux. Tout cet enchaînement, déconstruisons-le et essayons de construire l'international à partir de la pratique sociale telle qu'elle s'établit aujourd'hui. Et vous retrouvez des auteurs dans cette vision critique comme le Canadien Robert Cox, le Britannique Andrew Linklater, qui s'inscrivent, on y reviendra, je vous en reparlerai de ces auteurs, dans cette pensée critique et constructiviste, et aussi, puisqu'il est question enfin de découvrir la société, qu'il y a derrière l'international de la société, il y a du genre aussi. La société, ce n'est pas seulement des classes sociales, ce n'est pas seulement des cultures, c'est aussi des genres, et apparaît, à travers les travaux notamment d'Anne Tickner, toute une réinterprétation des relations internationales à partir de la prise en compte du genre comme variable explicative. Il n'y a pas que les canons et il n'y a pas que les frontières, les diplomaties et les armées qui rendent compte de la complexité de l'espace mondial. Prenons aussi en compte la variable du genre. Voilà, mesdames et messieurs, comment s'est constitué l'international. Je vous ai proposé là une trentaine de minutes de voyage dans 400 ans d'histoire de l'international et du mondial. Eh bien, si j'ai dit mondial, c'est qu'il y a peut-être, voilà un grand constructiviste aussi qu'il faut citer, Peter Katzenstein, professeur aux États-Unis,